Bonjour les amis de notre site Prof Web 31. C'est un réel plaisir pour moi de nous retrouver à nouveau pour pouvoir continuer cette série de vidéos qui concerne à développer une application Angular Spring Boot e-commerce. Lors de la dernière vidéo, je vous ai montré le prérequis de langage Angular et aujourd'hui, on va commencer à mettre du doigt pour pouvoir commencer réellement à pouvoir développer l'application qui va nous permettre de pouvoir visualiser un peu tout ce qui a trait au langage Angular et aussi au langage Spring Boot. Donc, d'entrée de jeu, on va devoir d'abord commencer par tout ce qu'on appelle conception. La conception nous permet de pouvoir prendre en compte toutes les données nécessaires qui seront utilisées au niveau du développement de l'application. On ne peut pas commencer à développer un logiciel ou un site web ou encore une application tierce sans pour autant bien comprendre le besoin du client. Nous ici, nous avons besoin de pouvoir développer un site e-commerce où nous avons comme page d'accueil 4 catégories qui nous permettent après de pouvoir visualiser ensuite les différents produits qui sont liés à une catégorie donnée pour après réaliser ce qu'on appelle la page de panier qui nous permettra de lister l'ensemble de produits choisis par l'utilisateur et enfin cet écran qui nous permet de pouvoir faire un récapitulatif pour récupérer toute l'information concernant les clients. Enfin, cette page de récapitulatif de la commande du client. Donc, bref, une application pareille, on ne peut pas commencer sans pour autant faire une conception. C'est-à-dire mettre en place, regarder le cahier des charges, regarder tout ce qui a été demandé, extraire les données nécessaires qui vont pouvoir nous permettre de développer avant de commencer. Donc, la partie conception est primordiale. Une bonne conception d'une application, c'est déjà, moi je dis, le cœur même de la réussite du projet, de la réussite de l'application ou du logiciel ou du site web en particulier. C'est très important. Qu'est-ce qu'on doit utiliser pour faire la conception? Il y a le langage de modélisation qu'on appelle UML. Bien sûr, ça nous permettra de pouvoir schématiser les différentes entités ou les différentes relations qui sont dans notre programme ou dans notre logiciel, les interactions entre les différents acteurs pour pouvoir voir un peu, extraire de cela une base de données qui nous permettra de pouvoir utiliser les données qui seront mises en place au niveau de l'application. Donc, au niveau de la conception, ce qu'il faut retenir, on va utiliser le langage UML avec ses notations de diagrammes pour pouvoir schématiser les données qui entrent en jeu dans l'application. Ensuite, nous allons pouvoir traduire cela en module conceptuel de données pour pouvoir enfin avoir une base de données. Et une fois que tout est bien ficelé, c'est en ce moment-là qu'on peut commencer à développer. Donc, sans plus tarder, je vais montrer les différentes procédures à pouvoir mettre en place quand on commence la conception. Donc, déjà, il faudra savoir que pour développer, on a besoin de certains logiciels. Pour ma part, ici, j'ai pu mettre en place un IDE qui s'appelle Sublime Text, que vous verrez bientôt. Pas Sublime Text, Visual Studio. Je vais utiliser Visual Studio. Studio Code. Et aussi, je vais vous montrer le logiciel de conception de l'application qui est là. Moi, j'utilise le logiciel qu'on appelle Draw.io. C'est un logiciel gratuit, c'est de la maison Google et c'est libre d'utilisation. Vous pouvez l'utiliser facilement pour pouvoir développer vos applications, pour pouvoir concevoir vos applications. Donc, il n'y a pas que ça, hein. Il y a plein d'autres outils de conception. Il y a Power AMC, il y a Star UML. Donc, c'est à votre guise. Pour ma part, j'utilise Draw.io
qui donne pas mal de fonctionnalités. Vous voyez ici, je peux représenter l'application qu'on va devoir étudier. Donc, j'ai pu extraire les différentes entités qui sont là pour pouvoir permettre de pouvoir utiliser les données. Comment je peux le faire? Je suis passé par ce qu'on appelle ici le modèle, ce qu'on appelle ici le règle de passage du modèle conceptuel de données. Donc, le règle de passage du modèle conceptuel de données. Ça me permet de pouvoir, premièrement, il y a des règles. On me parle de la règle numéro 1, c'est-à-dire une entité. C'est quoi? Identité, ça devient une relation. Identité, c'est tout ce qu'il y a comme classe. C'est ma classe en fait. Ce que vous pouvez voir ici. Entité, c'est ma classe. Ce que vous pouvez voir là. Au niveau de l'application. Voilà. Ça, c'est mon entité. Donc, ça, c'est le modèle conceptuel des données. Donc, le MCD de l'application. Ça retrace toutes les informations qui seront utiles pour notre application qu'on va développer. Donc, et après cela, nous allons devoir passer au modèle physique des données. Ça veut dire des tables. On va créer des tables pour après insérer les données en base, des données qui seront utilisées dans l'application pour pouvoir afficher à l'utilisateur. Donc, et là, on mettra en place des règles de passage du modèle conceptuel des données, c'est-à-dire ces schémas qui représentent les différentes classes. Et après, pour le pouvoir écrire ça en modèle physique qui nous permettra de voir les tables. Il y a des règles que je vais vous édicter. La règle numéro 1, pour pouvoir passer du modèle conceptuel de données, c'est-à-dire de ces modèles qu'on a tout de suite là, le modèle données qu'on a ici, au modèle physique, il y a la règle numéro 1 qui nous dit une entité devient une relation, c'est-à-dire une table. Une entité, comme je vous ai dit, c'est ces diagrammes-là. Ça représente une entité. Donc, quand on va passer en modèle physique pour écrire des données en table, ça deviendra une table en fait. Une entité, une colonne correspond à un champ. Ça, c'est un champ. Ici, par exemple, j'ai un champ numéro client. Nom, prénom, ce sont des champs. Donc, modèle conceptuel, modèle physique. Donc, ici, on parle d'entité. Ici, on parlera des tables. Et on créera des tables dans la suite. Donc, son identifiant devient la clé primaire. Il est là la clé primaire. Voilà. La clé primaire permet d'identifier de façon unique un enregistrement dans la table. On le verra. La règle numéro 2, c'est les associations. Comme vous pouvez le voir ici, mon application fait des associations de type, ça ce sont les cardinalités, on les appelle. Les cardinalités, ça veut dire le nombre d'occurrences de cette entité par rapport à celui-là. Donc ici par exemple, et ça c'est une association qui permet de lier deux ou plusieurs entités. Ici l'association contenir. Ici je dirais la classe catégorie ou l'entité catégorie contient une ou plusieurs produits. Dans une catégorie, on a une ou plusieurs produits. Inversement, on dirait que dans un produit, on a une et une seule catégorie. Par exemple, le produit fromage n'appartient, le produit saucisson n'appartient qu'à la catégorie des viandes. On ne peut pas dire que le produit saucisson appartient à la catégorie viande et en même temps à la catégorie légumes. Donc ici, ça schématise que une catégorie peut avoir un ou plusieurs produits et un produit est contenu dans une catégorie. Donc ici, on a le cardinalité maximale, minimale, maximale, minimale, maximale, minimale, maximale. Et une règle énonce que quand on a les cardinalités de type maximal 1n, ça veut dire maximal 1n. Ça veut dire quoi? Cette règle-là énonce que la clé primaire de l'entité n vient au niveau de là où il y a l'entité, les cardinalités 1. C'est ça en fait. Voilà. Donc, je vais vous le montrer. Donc, règle numéro 2, c'est ça. Une association de type 1n, c'est-à-dire les cardinalités maximales positionnées à 1 d'un côté de l'association et à n de l'autre côté de l'association, c'est traduit par la création d'une clé étrangère dans la relation correspondante entité côté 1. Voilà, comme je vous ai dit, ici on a l'entité client, de l'autre côté on a la clé commande. Un client passe 0 ou plusieurs commandes. Une commande est passée forcément par un et un seul client.
Ici, si on regarde les cardinalités maximales, c'est de type 1, n, et comme la règle dit, on mettra la clé étrangère dans la relation correspondante en T1. Donc la clé étrangère ici viendra au niveau de la commande. Voilà ce qui vient ici, et c'est ce que nous avons pu faire ici. Voilà. Donc l'entité 1n, ici, la clé primaire de catégorie vient ici, il devient une clé étrangère. Une autre règle nous dit aussi que quand on a une relation de type NN, ça veut dire dans les cardinalités sont maximales positionnées de côté, ça se traduit par une relation dont la clé primaire est composée des clés étrangères référençant les éventuelles relations aux entités par l'association des éventuels devenant les attributs de la relation. On a la commande, le produit, on a la commande et un produit. On peut commander une commande concerne un ou plusieurs produits. Un produit est concerné par une ou plusieurs commandes. Donc, on a les cardinalités de type NN. Comment se traduit côté physique, côté modèle physique de données? On aura une table numéro commande avec la clé étrangère et notre champ. On aura une table produit avec la clé étrangère et notre champ. Et on aura une table qui sera la combinaison des clés étrangères de ces deux. Voilà, plus notre champ qui vont entrer en jeu. Et c'est ça que nous avons ici aussi dans notre application. On a des produits et des commandes clients. Donc, ce sont des entités 1, NN, et du coup, on les a scindées en 2 plus une entité qui va prendre la clé étrangère du produit qui est là, la clé étrangère des commandes clients qui est là, et sa quantité. Enfin, on a la relation client et commande client. Ça, c'est pareil. On a l'association de type 1N. Donc, du coup, la clé étrangère passera vers l'entité qui a un. Donc, la clé étrangère de client vient ici. Ça, c'est ce qu'on a vu. Donc, voilà un peu comment on a pu modéliser notre application. C'est pas bien compliqué pour modéliser. Donc, vous venez ici. Il y a plein de trucs. Vous venez dans UML. Vous cliquez. Et normalement, il va se déplier. Il va se déplier. Et vous pouvez prendre un diagramme de classe. Le faire venir ici. Vous pouvez prendre le diagramme de classe. Voilà, il est là. Donc, j'en ai pris même 2. Voilà. J'en ai pris 2. Je prends un. Je le pose là. Voilà, il est là. Donc, je prends toute la classe, voilà. Et là, vous voyez, je peux renommer ma classe, produit. Mon entité, je peux le renommer. Et ici, mettre mes champs ou mes colonnes avec les différentes valeurs. ID et le type entier. Ainsi de suite. Donc, j'ai eu la possibilité de faire un clic droit pour dupliquer, ainsi de suite, ou supprimer. Et j'ai des relations pour pouvoir faire le schéma. Donc voilà un peu ce qui m'a servi à faire ces conceptions de mon application qu'on va pouvoir développer celui-ci. Donc on a la catégorie qui seront là, ils sont là, les catégories sont là, le produit qui sont dans les catégories, les commandes clients qui seront passées, ainsi que les clients qui seront dans l'application. Donc voilà un peu notre conception. Donc la deuxième partie, on verra l'installation des outils pour pouvoir développer. Qu'est-ce qu'on aura besoin pour pouvoir développer cette application Angular Spring Boot. Premièrement, on va commencer par la partie Angular, la partie front. Donc, pour faciliter le développement de l'application Angular, les outils suivants doivent être installés. Obligatoirement, nous avons besoin de Node.js. Node.js, vous n'allez qu'à vous rendre sur le site. Moi, je ne le ferai pas parce que je l'ai déjà chez moi, nodejs.org. Node.js.org. C'est le site officiel. Et là, vous pourrez télécharger Node.js qui nous permettra de pouvoir développer des applications Angular. Vous voyez, aujourd'hui, la version est de 12.16.3. à version stable. Donc, du coup, vous avez besoin de Node.js pour pouvoir installer. Node.js contient l'outil Node Package Manager, le NPM. Cet outil est très utile parce qu'il nous permettra de pouvoir télécharger des librairies tierces qui seront utilisées dans notre application Angular. Enfin, on va installer Angular CLI qui est une commande en ligne
nous permettant de générer, de compiler et de tester notre projet Angular. On fera npm install -g add Angular CLI. Une fois que vous avez installé Node.js, vous faites ça, npm install -g. -g, c'est pour dire vous l'installez globalement dans toute la machine. Ce qui fait que vous pouvez faire un projet dans n'importe quel dossier. Vous n'avez plus besoin de faire ça. Il fait la globalisation dans tout le répertoire de la machine. Et l'outil Angular est installé, l'outil Angular CLI est installé avec cette commande-là. Et ici, je vous rappelle que le N est en minuscule. C'est npm comme ça. Donc, voilà un peu les éléments qu'on a besoin pour pouvoir commencer à développer en Angular. Maintenant, une fois que cela est fait, qu'est-ce qu'on fait? Comment commencer à créer un nouveau projet? Un nouveau projet est créé par la commande suivante. On y va au niveau de notre terminal, là où on veut créer notre projet, on fait ng suivi de l'option new et dans notre projet. Pour nous, par exemple, on allait faire ng new biofood 31 et faire entrer pour qu'il puisse nous générer tous les fichiers du projet. Moi, je l'ai déjà fait, voilà pourquoi je ne le fais plus. Donc, c'est ça qu'on fait pour pouvoir commencer un nouveau projet Angular. Donc, cette commande génère les différents fichiers. Pour exécuter un projet Angular, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la commande ngserve. Cette commande, il compile le code source de notre projet Angular afin de pouvoir le déployer localement via un serveur web Node.js. Et on pourra accéder à l'application via cette URL au niveau du navigateur. Donc, maintenant, on verra la structure du projet généré. Comme vous pouvez le voir, le projet, moi je l'ai déjà ici, biofood 31. Le projet, apparaît comme ça. Je l'ai ouvert avec mon éditeur Visual Studio Code. Comme vous pouvez le voir, les différents fichiers de mon application sont là. J'ai le répertoire E2E, qui est un répertoire de fichiers de configuration du projet. J'ai le répertoire Node Module. Ce répertoire contient toutes les librairies externes qu'on a pu télécharger. Vous voyez ici, toutes les librairies qu'on a besoin, on pourra les inclure ici. On va voir ça tout de suite. Ici, c'est source. Le dossier source, c'est le dossier où sera basée notre application. Toute l'application sera contenue dans le dossier source app. Tout ce qu'on va créer comme composant, comme directive, comme service sera contenu dans ce dossier app. Et le dossier asset contiendra tout ce qui est image, tout ce qui est logo pour notre site. Et tout ce qui est au niveau de fichiers, ce sont des fichiers projets. Angular Package.json, lui, il nous permet de pouvoir mettre en place donc toutes les dépendances dont nous avons besoin. C'est lui. Toutes les dépendances qu'on a besoin, c'est et là, il nous dit qu'on est au niveau de l'Angular version 9. Et tout ce qu'on va pouvoir installer avec la commande npm qu'on a vu tout à l'heure, c'est rajouté ici. Voilà pour la structure du projet. Nous, on va pour les projets Angular qu'on va besoin d'utiliser, on aura besoin de librairies externes. Par exemple, on aura besoin de Bootstrap. Bootstrap qui va nous permettre de pouvoir styliser notre page. Comme vous le voyez, on va devoir utiliser Bootstrap. Donc, c'est une librairie tierce qu'on va devoir ajouter, et cela grâce à la commande npm install qu'on va devoir faire l'installation npm install Bootstrap. Et je fais -save. Pourquoi -save? Parce que je veux que c'est que l'application, la librairie tierce que j'installe puisse être inscrite dans mon fichier package.json. Il faut que après installation, je puisse avoir ici ma librairie notée pour que je puisse savoir quelles sont les librairies que je peux utiliser sur mon projet. Ça peut être toujours utile une fois que je vais revenir sur le projet. Donc, on va lancer l'application. On va lancer notre installation de Il va mouliner pour pouvoir installer Bootstrap. Il va tourner. On va faire pareil pour jQuery pour bénéficier de tout ce que le jQuery de Bootstrap peut nous proposer, ainsi que pour PageJS. Et une fois que ces installations seront finies, on va devoir modifier notre fichier du projet AngularJSON qui est là, Angular
JSON afin de pouvoir incorporer le nouveau fichier, le nouvelle librairie installée pour pouvoir les utiliser. Donc là, on va attendre que ça mouline, ça prend un peu de temps, on va patienter. En parallèle, je vais lancer aussi pour jQuery npm install jQuery, on va save. Donc, il a fini pour Angular. Vous voyez, il nous dit que non, il a pu prendre la version 4.4.1 de Angular. Et ça, on peut le vérifier au niveau du fichier JSON qui est mis à jour. Et là, vous voyez, il nous le marque que le fichier JSON a pu prendre en compte la librairie Bootstrap à sa version 4.4.1. Donc, on fait un pareil pour la partie jQuery. Et aussi pour la partie Popper.js, qui est aussi une librairie qu'on a besoin pour dans le cadre du projet. Donc, je vais faire un clear screen et là je fais npm install Popper.js. Popper.js. Là, comme vous pouvez voir, il y a la version 3.5.1 qui est installée. Voilà, donc le fichier package.json a été modifié pour nous dire que non, on vient d'installer la librairie jQuery 3.5.1. Et là, je vais lancer Popper.js. Et une fois cela fini, comme je vous ai dit, on pourra modifier notre fichier Node Angular.json pour pouvoir incorporer cela. On aura aussi besoin de Font Awesome, qui est une librairie qui nous permet de pouvoir utiliser tout ce qui est iconographie. On va le voir tout de suite. npm install Donc, on fait l'installation de notre fichier, notre librairie Font Awesome, concomitamment avec Popper.js. Voilà, Popper.js est installé, la version 1.16.1. Donc, on est en train d'installer et il nous reste Font Awesome qui va bientôt aussi
s'installer sur la machine. Donc, vous pouvez voir PhantomSam s'installer. Voilà. Ok, j'ai toutes mes librairies dont j'ai besoin pour le moment installées. Donc, comme je vous ai dit, Bootstrap, une fois qu'il est installé, il faut que c'est pas fini. Il faut que je puisse le modifier. Il faut que je puisse l'incorporer dans mon... Là, je l'ai juste installé, mais je ne l'ai pas encore inclus afin de pouvoir utiliser les classes Bootstrap sur moi. Donc, j'aurai besoin des fichiers Angular, JSON, et je viens dans la partie style et la partie script. Comme je vous ai dit, ce sont ces parties-là que j'aurai besoin pour utiliser. Donc, qu'est-ce que je ferai? C'est ça. Node module, Bootstrap, dist, c'est voilà. Je prends tout le chemin qui est là et je vais devoir les coller. Donc, on viendra ici. Je vais faire rapidement pour gagner du temps avec mon projet que j'ai pu créer ici. Déjà, une version. On aura besoin de GitHub qui nous permet de pouvoir stocker nos codes sources quand on le développera. Donc, je vous avais parlé lors de la vidéo précédente sur tout ce qui est outils dans le développement. Donc, je vous avais parlé de Git et GitHub, c'est ça, GitHub, pour pouvoir stocker nos. Donc, comme je vous ai dit, je vais copier ces deux-là. Copie. J'aurai besoin de ça ici, au niveau de mon projet. Je pense qu'il faudrait que je le mette bien en avant. Voilà, parce que le style, c'est la position compte. Le style, c'est le style global du projet. Donc, il faut qu'il puisse bien voir ces deux fichiers à l'avance. Ok, une fois que cela est fait, j'aurai aussi besoin de faire ceci. Je viens au niveau du script, j'ai pu remettre Bootstrap, jQuery et Bootstrap. Et là, on peut, dans notre projet, utiliser jQuery et Bootstrap pour pouvoir styliser nos pages comme il le faut. Donc, j'espère que je n'ai pas fait. J'oublie. Donc, tout à l'heure, bien. Ok. Du coup, on va devoir maintenant commencer à faire même le développement de notre application. Donc, comme je le disais, pour créer, on a besoin de créer cette page Home. La page Home qui nous permettra de pouvoir mettre en place toutes ces catégories, le 4, et pouvoir les mettre en place. Pour le moment, on va devoir faire d'abord un petit mock. C'est quoi un mock? C'est ce qu'on appelle, c'est pour le moment, comme on n'a pas encore le la partie back-end, c'est-à-dire Angular Spring Boot, la partie Angular Spring Boot, comme il n'est pas encore en place, on va faire un mock. Ça veut dire on va prendre un modèle de données qui nous renverra le back-end, la partie Java, on va le présenter sous forme d'un objet JSON qu'on va utiliser pour le moment pour voir un peu à quoi ressemblera l'application ici sur place. Donc, je vais devoir créer un mock avec, en passant par, je fais un new terminal et je vais faire un ng service slash catégorie mock. Donc,
NGG service, ça c'est une commande Angular qui vous permet de générer un service. Un service, c'est lui qui permet de communiquer avec le back pour récupérer les données du back et l'amener côté front. Donc, on peut créer ça via la commande qui nous propose Angular CLI, ou carrément on peut venir ici. Je peux aussi venir ici. Comme je vous ai dit, tout ce qu'on va développer se trouvera dans source app. Tous nos dossiers seront là. Donc, et déjà pour vous dire ici, tout sera ici. Donc, je peux faire aussi comme ça, app, je crée un dossier. Je peux faire comme ça, je peux faire un dossier service. Et là, créer ensuite mon fichier TypeScript pour pouvoir faire le service. Mais bon, je n'ai pas besoin de ça, je me facilite la tâche avec les outils de Angular CLI. Ok. Donc, on va le supprimer. Ok, ok. Donc, ça c'est fait. Donc, on va lancer. Donc, le service se met en place pour être créé, et je vous explique entre-temps ce qu'il y a ici. Quand on arrive ici, on a app component.html. C'est la classe de base. C'est la classe de base, c'est le composant de base qui fait que tout se passe ici. Donc, c'est le composant de base, c'est le composant de base de l'application. App Component, la partie HTML est là, et on a la partie TypeScript. Donc c'est ici. Donc nous, on va devoir l'utiliser ici aussi. Donc voilà, par défaut, il y a du texte qui est affiché pour voir un peu ce que Angular fait, mais nous, on n'aura pas besoin de tout ça. On va devoir supprimer ce contenu qui est généré par défaut pour pouvoir mettre notre contenu qui nous concerne. On va les voir tout de suite. Ok, mon service est créé, comme vous pouvez voir, catégorie service est créé, et le fichier de ce service est créé avec les deux fichiers, catégorie mock service et catégorie mock service.ts et catégorie mock service.ts. Celui-ci, c'est pour le fichier test. On le verra après, et celui qui nous intéresse, c'est le fichier TypeScript qui est là, qui va nous permettre de pouvoir créer un mock de notre projet. Je vais récupérer ce que j'ai déjà fait pour pouvoir gagner du temps et vous expliquer. Donc, je viens sur mon projet que j'ai pu faire. Donc, bio. Donc, là, on va aller dans SRC. On va aller dans app. On va aller dans service. Et on va prendre catégorie mock service. Du coup, je prendrai tout ça. Pour vous expliquer. Donc ça, c'est la structure de mon objet JSON qui viendra côté back. Donc on aura une catégorie qui a plusieurs produits. Par exemple, la catégorie fromage contient la structure de... Ça, c'est la structure de mon JSON qui vient de côté back. C'est ça qu'on appelle le mock. J'ai essayé de pouvoir créer un objet, un fake objet qui sera l'image du résultat que Java va nous envoyer.
quand on fera Spring Boot, pour pouvoir vous présenter déjà la première page avec les différentes catégories qui sont là. Voilà, donc j'ai fait un mock de mon objet en prenant, voilà, le catégorie, il y a les catégories fromage, catégorie pain, légumes, et catégorie viande qui sont bien représentées ici. Les 4 catégories sont là, et avec dans chaque catégorie les différents produits. Pour le fromage, la gruyère, le lait et les œufs. Le pain, les légumes et les viandes en ont aussi le leur. Donc j'ai créé une constante catégorise qui contient toutes mes données, et au niveau de ma classe, qu'est-ce que je vais créer? Je vais créer des méthodes qui vont me permettre de pouvoir appeler les différentes valeurs que je vais devoir utiliser au niveau de mon contrôleur, de mon component côté affichage dans la page d'accueil. Donc pour cela, on va aller piocher ce que j'ai déjà pu faire. Donc je prendrai le 3 informations, copier, et là, comme vous pouvez voir, voilà. Donc il faudra faire des importations de certaines classes. Notamment ces deux importations de la bibliothèque RxJS. On en parlera. Très important cette bibliothèque là au niveau d'Angular, parce qu'il nous permet de faire de l'asynchrone avec les fonctions fléchées. Tout ça on le verra comme je l'avais annoncé lors de la vidéo introductive. Donc là on a notre code qui est récupéré. On a créé une méthode getCategory qui nous retourne la liste de toutes les catégories avec leurs produits. Donc, et ici je récupère une catégorie donnée via son ID. Donc je fais une map qui est une fonction mathématique donnée par la librairie RxJS. Et voilà. Du coup ici il y a un souci parce que il ne connaît pas encore. Voilà, donc c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Et après, je vais créer un modèle de données. Un modèle de données pour pouvoir récupérer la forme des objets qu'on va récupérer côté back. Donc, je vais faire ngg class. Je vais créer modèle. On appelle ça catégorie. Commande. Et là, donc je vais avoir un dossier modèle qui contiendra la catégorie. On dit qu'il y a un problème, on va le voir. Ils sont 23. Voilà, effectivement, il y a notre classe qui n'est pas fermée. Donc, ça, c'est qu'il y a une parenthèse qui est une accolade qui manque. Et ça va résoudre le problème. Voilà, donc on n'a plus d'erreur car la correction a été apportée. Et on peut formater notre code avec format sélection. Ça, c'est ce que les avantages que nous procure l'IDE Visual Studio Code. Voilà, il y a plein de pour bien indenter le code et autres, tout ça, la sélection, il fait très bien les choses. Donc là, normalement, on a notre classe modèle qui est faite et on a la catégorie qui est là. On va créer la catégorie qui sera le modèle de nos données qui viennent côté le modèle qui vient. Voilà, une catégorie sera considérée comme aura pour attribut propriété non ID non URL
ainsi que le produit. Et le produit, lui, qui sera un type spécial, qui sera un tableau des objets, qui sera un ID nom, prix, description, dernière mise à jour et l'URL du produit qu'on va devoir afficher. Voilà. Donc, on va créer la classe catégorie. Donc, je l'ai créé déjà pour vous. Je vais devoir juste le récupérer sur le repo models catégorie. Voilà. Et je n'ai qu'à faire ça. Bien avant, j'aurais besoin de créer des modèles produits NG. Je pense pas que je n'en aurai besoin vu que il a été déjà modifié. Donc non, je vais juste plutôt prendre le constructeur et après voilà, et on va définir un type qui sera le type du produit. C'est comme ça qu'on définit un type particulier avec TypeScript, le langage de prédilection qu'on utilise pour voilà. Donc là j'ai mon objet catégorie qui est fait. Donc j'ai le mock qui me donne tous les objets qui viennent de la base de données, ainsi que la catégorie qui représente un objet particulier qui m'est envoyé, qui est là. Et maintenant, je vais devoir faire le style de cette page, définir le style maîtresse de notre application et les données qui seront contenues dans cette partie dynamiquement pour chaque page. Donc, on va créer un style général à l'application. Donc, je l'ai déjà préparé aussi. On viendra dans source. On a le style.css et je vais copier le style que j'ai pu copier. Donc, le fichier style. Voilà, ça c'est le style qui sera appliqué globalement dans notre projet. Et dans chaque composant, on peut aussi appliquer un style particulier. Donc, je vais créer maintenant le composant Home. Home qui va nous permettre de pouvoir juste avoir ça. Mais bien avant ça, je vais devoir mettre la structure générale de la page de chaque. Donc, le squelette de notre appli, ça sera, il y aura un panier, 0 article, le logo, ainsi que ces messages. Et ici, les messages ça sera chaque composant qu'on va devoir mettre dynamiquement. Home component sera lui. Quand on va créer notre application, quand on va créer la partie panier, donc la partie produit, donc on aura le squelette qui sera le même, qui va plus bouger. C'est qu'on va devoir mettre au niveau de la page, le composant principal que je vous avais parlé, app component, on va pouvoir le customiser. Je l'avais déjà préparé aussi. V. Voilà.
Donc ça c'est normal qu'il nous dit que non, il y a des trucs qu'il ne connaît pas au niveau de le fichier TS. On va le remplir tout de suite là. Au niveau de app.component.ts, on va faire en sorte qu'il y ait ça. Voilà. Les informations pour le moment qu'on a besoin, c'est les deux. Du coup, on n'a plus d'erreur parce que nos deux variables. Donc, comme vous pouvez voir, la partie d'en-tête, donc j'ai une div principale hein, et j'ai la barre d'en-tête. Voilà, font awesome, ça c'est le caddie qu'on va avoir ici. Le caddie, donc j'ai créé la bibliothèque d'images que j'ai pu installer tout à l'heure avec vous, qui s'appelait Font Awesome. Voilà comment on utilise FA Shopping Cart. C'est pour avoir ces caddies de course pour récupérer mes produits que je vais acheter. C'est ça. Et là, je fais les conditions pour pouvoir afficher le panier. Et ici, c'est le logo du site que j'ai pu mettre là dans la partie component.ts. Le logo, il est dans Assets, le dossier Assets, où j'ai mis toutes les images. Donc, vous voyez, je mets catégorie, il y a toutes les images de catégorie, et le produit sont là, et le logo qu'on va utiliser, il est là. Logo de, voilà. Donc, au niveau de app component, on a notre footer qui est là, et on va devoir, comme je vous ai dit, on a créé une page maître, et ici, on va avoir un contenu dynamique suivant la route qu'on va devoir pouvoir adresser. La route, ce n'est que un mécanisme utilisé pour pouvoir naviguer de partie en partie pour notre application. Sachant que Angular, comme je vous avais dit dans la vidéo introductive, c'est une application SPA, Single Page Application. On n'a qu'une page HTML, index.html, et pour accéder aux autres parties de la page, c'est le système de routeur. Le routeur qui est géré via des appels Ajax avec les données qui sont reçues côté back. Donc, on va créer le routage de nos différentes routes pour pouvoir travailler. Donc, on a le fichier qui nous avait été généré quand on avait créé le projet, le fichier de routage. Donc, on va prendre le code y afférent. Donc, on va créer le routage. Voilà. Donc, je vais prendre ces routes pour le moment. Voilà. Donc, ici, ça signifie quoi? Donc, il nous manque le home component qu'on va devoir créer déjà. Donc, ngc pour component. Et je vais appeler home. Il va me générer ngc component. Donc, ça sera quand on va faire http localhost 4200. Ici, c'est par défaut qu'on va faire localhost 4200. Voilà. On va atterrir ici. Voilà. Et ça, c'est quand on va faire, on va cliquer sur, quand on va faire ici, ça, ce sera on va faire ça, panier, et ça, non, ça sera home, pardon, ça home, et ça sera quand on va faire panier.
ici c'est normal, il nous dit que il y a un problème parce qu'il n'a pas encore pu avoir pendant qu'il nous génère le composant. Voilà, le composant a été créé et vous verrez ici dans app, on a un dossier home, c'est notre composant qu'on vient de créer. Il a 4 fichiers. Il a le fichier home component.css. Si on fait un CSS, à part le CSS général, un CSS particulier en tant que composant, on le mettra ici. La partie HTML sera là. La partie TS, comme j'avais dit, spec.ts, c'est pour le test unitaire. Et là, c'est pour notre composant, c'est la partie intelligence de notre composant. Ok, donc, du coup, on n'aura plus cette erreur vu que, par contre, on va aussi faire ng. On va créer des composants panier. NGGC panier. Et je vais aussi créer un composant page not found. Quand on a une route qui n'est pas renseignée, quand on tape une route qui n'est pas renseignée, par exemple, voilà, je vais vous le montrer tout de suite là, à quoi je fais allusion. C'est à quoi je fais allusion. Quand on aura une route comme pareil, donc URL, on va avoir page, donc panier LF, ng, gc, page not found. Not found. Ce qui permettra de pouvoir nous rediriger quand on tapera une mauvaise ici on aura page not found component. Voilà, notre page not found component. Voilà, il a été inséré. Ok, donc là je pense qu'on est pas mal. Je vais tout décommenter. Voilà, et du coup on va faire des imports, c'est normal. Avec Visual Studio, vous voyez, il a la facilité lui-même d'importer. Il vous aide pour pouvoir importer. Voilà, les composants. Il vous fait des suggestions, ce qui est très pratique avec cette IDE. Voilà pourquoi je l'utilise et je vous le recommande vivement. Voilà, on a importé nos différents mots. On a importé nos différents. Du coup, Router Outlet fera en sorte que quand je clique sur la page, premièrement, le truc, il me ramène, quand je clique sur une page, suivant la route, le contenu de la route sera mis ici, en place. Voilà. Donc, imaginons que je clique sur, je lance l'application et je fais localhost 4200. Localhost 4200. Je vais arriver sur Home Component, je vais aller dans App Component, il va me prendre tout ça et le contenu du routeur Outlet ici, ce sera le contenu de component home.html. C'est lui qu'on va mettre et lui, c'est lui qui va faire le travail pour pouvoir afficher les différentes valeurs de notre page d'accueil, c'est-à-dire les différentes catégories qui sont là. Je vais vous le montrer, les différentes catégories, les 4 catégories, ainsi que ces messages. On va le faire tout de suite. Donc, je viens encore ici. Je vais dans Home. Et je vais récupérer home.html. Voilà. Du coup, ça marche pas parce que il y a certaines valeurs qu'on doit rajouter dans le composant TS qui n'est pas encore renseigné.
c'est ici qu'on va faire le travail. On répare au niveau de composant TS. Et là, je vais devoir prendre tout ça, copier. Voilà. Voilà, donc il y a des imports qu'on doit faire. Le service, le routeur pour le routage. Voilà. Ok. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai pu faire? Donc, comme vous voyez, notre classe catégorie mock qui a été, c'est là où on a tout l'objet fake qui reviendra, qui nous sera envoyé par la partie backend qu'on avait moqué. Et là, donc, je le rappelle, le service qui va nous envoyer, je l'appelle ici, je le passe au niveau du constructeur. Et le routeur qui va nous rediriger vers la route quand on cliquera sur une de catégories pour voir tous ces produits. Donc, étant ici, au niveau de l'initialisation, quand la page s'initialise dans le ng on init, voilà pourquoi j'ai mis ça ici, c'est à l'initialisation de la page. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel à ce service-là et je vais faire appel à la méthode categories. Et vu que la méthode categories, get categories, me renvoie toute la liste, comme on peut voir ici, hein, get categories, on avait vu que la méthode get categories me retourne toutes les catégories qui sont là. Et ce qui convient de retenir, c'est un, il est en synchrone. Donc voilà pourquoi je fais une souscription. Après, je fais une souscription parce que là, ça tombe. Et mes objets que je récupère ici, je les remplis par catégorie. C'est des catégories. Et voilà. C'est ce que je vais renvoyer côté front. Et là, côté front, qu'est-ce que je fais? Je parcours ma liste de catégories et je crée les divs pour pouvoir récupérer, voilà, l'image, la catégorie avec l'URL. L'URL, si on voit ici, c'est l'URL. Quand j'ai l'objet catégorie, pour un objet catégorie, son URL, ça va me donner le fichier image qui est dans assets. Assets, voilà. Voilà, fromage, ça, légumes, voilà. Et je pourrais ainsi l'afficher au niveau de notre litre. Et voilà. Ici, vous voyez que je fais une technique avec Bootstrap. En fait, je vais afficher 4 catégories. Du coup, comme je force donc. Normalement, dans Bootstrap, il y a 12 colonnes. 12 colonnes. Donc, je fais une div call M6, call MD6. Donc, je lui dis, je veux que tu puisses me rajouter une nouvelle ligne chaque fois que je suis, voilà, je suis au niveau de nombre pair. Voilà. Je m'ai rajouté un nombre. Je le force avec ça. OK. Et après, on va maintenant tester l'application pour voir ce qu'on a comme résultat. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas bien compliqué. Il y a ce qu'on appelle la commande ngserve, comme on avait vu tout à l'heure au niveau CLS pour clear screen, et on fait ngserve. Et là, normalement, l'application
on va se lancer et on va tester notre application tout de suite. Il va compiler, nous dire s'il y a des erreurs et nous donner le résultat final. On pourrait bien sûr tester au niveau du navigateur. Donc voilà un peu la première partie de notre application qui commence. Comme je vous ai dit, l'objectif ici, c'était de pouvoir afficher cette page d'accueil avec le logo chez bionfood31.com avec un panier, 0 article, ce message d'accueil et les 4 catégories. On a commencé par faire d'abord le projet en faisant NGNew, notre nom de notre projet. Après, une fois que cela a été fait, on a commencé à créer la partie stylisation de la page. On a créé le mock, l'objet fake qui sera renvoyé côté back pour simuler un peu le résultat qu'on va afficher. Du coup, une fois que cela a été fait, là la compilation commence comme vous pouvez voir. Une fois que cela a été fait, on a pu créer notre partie app component. C'est en fait, comme je vous ai dit, cette page c'est le cœur de l'application, c'est lui qui s'affiche au niveau de, c'est là le composant principal de l'application Angular app component, et c'est lui qui passe toutes les informations d'affichage. Donc on a stylisé, on a mis en place le routage pour que le contenu ici soit dynamique. Comme ça, pour chacune de page, on aura déjà le squelette fait ou la page maître, et ici sera ajouté le contenu dynamique suivant la route qu'on va devoir s'adresser. Ici, on a vu comment définir la route. Si je suis au niveau de localhost 4200, c'est ce qu'on va voir tout de suite quand l'application sera buildée. On aura home component et il viendra ici, il remplacera router outlet, cette directive, par le contenu de home component.html. Donc ce contenu là qui sera remplacé dans la directive router outlet une fois que cette page est appelée, une fois que la page, cette route est appelée. Voilà, c'est ce qui sera fait ici. Donc, et au niveau de la partie component test, ce qu'on a fait, on a pu créer on a déclaré le service moqué qui va nous permettre de pouvoir récupérer tous les objets, et le routeur qui sera utile pour la prochaine vidéo pour pouvoir enfin cliquer sur la partie détail catégorie. C'est ça en fait, j'ai déjà préparé. Ça nous permettra, lorsqu'on clique sur une des catégories qui est là, quand on va cliquer sur une des catégories, on va arriver à cette page qui nous affiche les produits qui sont liés à la catégorie. Donc le clic sur une des catégories va nous amener sur cette page. Par exemple ici, j'ai cliqué sur j'étais au niveau de la page d'accueil, j'ai cliqué sur la catégorie viande et je suis arrivé à la page de la détail catégorie viande, toutes les viandes qui sont en disposition, et il me signale bien que je suis sur la catégorie viande. Je pourrais changer de catégorie en cliquant sur
l'une ou l'autre catégorie et les différents produits de cette catégorie c'est affiché ici. Et ensuite, j'ai cliqué sur acheter au panier, il va ajouter mes différents produits au panier. Donc voilà un peu l'objet de cette page qui a commencé à se mettre en place ici. Je profite pour vous expliquer. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire dans les telles catégories. Donc la première fois qu'on lance, il met un peu plus de temps, c'est normal. Et après, il va devoir rouler un peu plus vite. J'aurais bien voulu interrompre cette partie pour que vous puissiez pas voir ça, mais au moins, ça vous permet de voir comment le lancement est fait dès le départ avec Angular quand vous avez pu faire ngserve, la commande ngserve. Là, il build. S'il y a des erreurs, il nous mentionnera. Sinon, s'il n'y a pas des erreurs aussi, il nous fera signe et on pourra tester au niveau du navigateur. Voilà. Là, il nous a dit que non, effectivement, la complétion s'est bien passée et que tout ça a été déployé sur HTTP localhost 4200. Voilà. Ok. Donc, on va y aller. On va faire localhost 4200 au niveau du navigateur. Et voir le rendu de notre page. Donc là, on attend voir le rendu. Donc, on va faire localhost. C'est pas Lolo, c'est localhost. C'est pas Lolo, c'est localhost qu'on va tester. Localhost 4200. Donc là, on va attendre que la page se recharge. Ma machine, elle souffre un peu. Il y a une consommation énorme de la mémoire
Il y a plusieurs applis qui est lancé. Donc on peut voir, il y a toujours donc la page elle se lance. Donc là la page se lance. Du coup, comme vous pouvez voir, nos catégories sont affichées avec le panier qui va se mettre en place. Donc voilà, le panier, l'icône de fond ensemble du panier est là. On a 0 article, on a le panier qui est là et on a nos différentes catégories qui symbolisent un peu ce qu'on avait au niveau de cette page. Donc voilà un peu le résultat de notre première page d'accueil, la catégorie, la page catégorie. Donc du coup on a la catégorie fromage, on peut le voir avec quand on passe le curseur, la catégorie pain, la catégorie viande, la catégorie légumes, et la prochaine vidéo on verra quand on va cliquer sur une de catégories, on arrivera à ces résultats qui vont nous afficher pour une catégorie les différents produits qui y sont recensés. Et voilà, ça je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour pouvoir voir les résultats qu'on va devoir faire. Une fois de plus, merci et à très bientôt. Au revoir.